Bonjour à tous, merci pour votre présence et merci beaucoup à l'UFE d'avoir organisé ce webinaire. Donc moi, c'est Hayen Li de Carte Financement. Je suis courtier en crédit immobilier spécialisé pour les non-résidents. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Lisa de Valorama, qui est aussi courtier spécialisé pour les non-résidents, mais en assurance de prêt. Bonjour Donc, à tous. dans les 30 prochaines minutes, on va vous présenter comment préparer votre dossier pour un financement et pour une assurance pour votre acquisition en France. Donc, je vais commencer par la partie financement. Une petite présentation concernant l'entreprise. Donc, Carte Financement est fondée en 2009. Même si aujourd'hui, on a d'autres services pour des clients patrimoniaux ou professionnels. Et au début, la société a été fondée vraiment pour financer les non-résidents. Donc, on fait partie des premiers courtiers qui est sur le marché non-résident. Et on a à peu près, du coup, jusqu'à aujourd'hui, 13 ans d'expérience dessus. Je vous invite à découvrir quelques actualités que vous connaissez peut-être parce qu'on n'arrête pas de parler dans les presses ou vous avez peut-être entendu parler via un agent immobilier ou un notaire. Donc tout d'abord, c'est le sujet de taux d'usure. Donc qu'est-ce que c'est un taux d'usure? Donc c'est un taux limité par la Banque de France. Le but, c'est de protéger le consommateur pour que vous ne soyez pas abusé par un produit financement. C'est-à-dire que quand les banques elles vous proposent un financement, le TAG de ce financement ne peut pas dépasser le taux d'usure limité par la Banque de France. Sinon, on considère que c'est illégal et c'est un abus. On ne peut pas vous proposer ce produit financement. Donc, dans le TAG, on a le taux d'intérêt, on a le taux d'assurance et tous les frais liés au financement. Concernant le taux d'intérêt, comme vous le savez, à cause de la situation sanitaire, à cause de la guerre, tout ça, cette année, tout est plus cher. L'électricité est plus chère, l'essence est plus chère. Donc, pareil pour les prêts immobiliers. La PCE a augmenté leur taux directeur depuis début d'année. On a pris à peu près 2% d'augmentation. Donc, au niveau du taux, c'est pareil. L'année dernière, vous pouviez avoir un taux, par exemple, 1% sur 20 ans. Mais aujourd'hui, on est plus proche de 3%. Et on sent que la tendance continue à augmenter au niveau du taux. Donc, avec un taux d'intérêt proche de 3% et un taux d'usure uniquement de 3,05%, ça ne laisse pas beaucoup de marge pour l'assurance et les frais. Donc, des fois, vous pouvez avoir un refus de notre part pour vous dire qu'en fait, on ne peut pas vous financer en ce moment à cause du taux d'usure. Mais sachant que le taux d'usure est revu tous les 3 mois, donc si jamais vous avez un refus de notre part pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous par trimestre et de prendre des nouvelles. Peut-être que votre projet pourra se faire 3 mois après. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. Au niveau de taux d'endettement, on est toujours à 35%, ça n'a pas changé. Donc, malgré, vous pouvez avoir un reste à vivre assez confortable après projet, on ne peut toujours pas dépasser le 35% de taux d'endettement. Quels sont les projets qu'on peut vous financer? Donc, c'est assez classique, résidence principale, secondaire ou locatif. Et on commence par la résidence principale. Je vous ai mis quelques exemples en dessous des photos de chaque projet, sachant que juste au niveau du taux, il ne faudra pas prendre en compte parce que ce sont des taux d'il y a quelques mois et c'est plus à jour. Donc voilà, vous voyez là 1,57 sur 20 ans, aujourd'hui on n'aura pas ce taux-là, juste pour votre information. Donc, résidence principale, si vous souhaitez retourner en France ou envisager de retourner d'ici 2 ans, 3 ans, on peut financer votre future résidence principale, quelle que soit maison, villa, appartement. Il faudra juste nous dire si vous avez une idée de l'endroit où vous souhaitez acheter, parce qu'en fonction des villes,
les conditions peuvent changer un peu. Et aussi, pour la qualité du bien, vu que c'est une résidence principale, il faudra que ça soit bien, être cohérent avec votre situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter une résidence principale, par exemple 30 mètres carrés, pour une famille de 2 parents et 3 enfants. Donc ça va plutôt pour une maison ou un grand appartement. Pour les terrains nus, en ce moment, on n'a pas de banque qui peut financer. Mais si il y a une construction dessus, on peut regarder. Par contre, pour une construction, il faudra que les banques soient capables de financer, étudier un dossier de construction. Donc, c'est plutôt les banques patrimoniales ou les banques privées qui peuvent regarder. Dans ce cas-là, déjà, il faudra préparer une somme d'argent à mettre à la banque. Et aussi, le projet minimum, ce sera à 1 million. C'est le seuil d'entrée dans les banques privées ou banques patrimoniales. Pour une résidence secondaire, si par exemple vous souhaitez un chalet dans les Alpes ou une villa dans le sud ou une maison en campagne à côté de vos parents ou un pied à terre quand vous faites le déplacement en France, on peut vous financer. Toujours pareil, la région, ça peut, les conditions, ça peut changer en fonction des régions. Donc, si vous avez une idée, il vaut mieux de nous dire dès le début. Ensuite, le bien, quand on dit que le bien doit rester liquide, c'est parce que des fois, on a des demandes pour acheter un château ou un manoir. Je vous dirai un peu plus plus tard. Et en fait, ce genre de biens ne sont pas considérés comme liquides, donc c'est pas facile à revendre. Donc, on a un peu moins de banques qui peuvent financer ce genre de projet. Ensuite, terrain plus construction, c'est pareil. C'est le même principe que la résidence principale. Donc, il faudra que le projet soit assez conséquent et vous êtes prêt à mettre un peu de fonds à la banque. Des investissements locatifs, donc ça, c'est les projets les plus fréquents pour les non-résidents quand vous souhaitez acheter un bien pour louer ou un immeuble de rapport pour profiter du rendement. Il ne faudra juste pas qu'il y ait trop de travaux dans le bien. Très souvent, on limite à 30% de prix. Et sinon, en fait, c'est plus les banques classiques qui peuvent financer s'il y a trop de travaux. Par exemple, si vous achetez 300 000 de biens immobiliers avec 300 000 de travaux, donc, ça sera pareil, les banques patrimoniales, les banques privées. Donc, le projet doit être assez conséquent. Lieu d'acquisition, c'est comme résidence secondaire, résidence principale. Il vaut mieux de nous dire dès le début pour voir les conditions. Et aussi nous dire si vous souhaitez louer le bien de façon permanente ou de façon saisonnière. Voici donc pour les châteaux et les manoirs, en fait, pourquoi c'est un peu, on a moins de banques qui peuvent vous financer parce que les biens sont pas faciles à revendre. Quel que soit pour vous, quand vous souhaitez revendre, vous aurez un peu de mal, un peu de difficulté à trouver un acheteur parce que c'est pas tout le monde qui va acheter un château ou un manoir. Et aussi, si en cas de défaut de paiement, et la banque prend l'hypothèque sur le bien, ils veulent revendre aux enchères pour récupérer les fonds. Et eux aussi, ils auront du mal à trouver un acheteur. Donc, ils auront du mal à vendre le bien pour récupérer les fonds. Donc, la plupart des banques, ils préfèrent de ne pas y aller faire le financement et pour éviter tout ce genre de problème. Et aussi, ce genre de bien, il demande beaucoup d'entretien. Donc, au niveau de votre situation financière, de votre revenu, les banques regarderont plus en détail et pour voir si vous pouvez supporter ce genre d'entretien annuel. Voilà. Donc, si vous avez ce genre de projet, il faudra nous bien demander en amont pour voir s'il y a une solution ou pas. Et voici quelques points particuliers pour les non-résidents en Asie et en Australie. Et j'ai séparé les pays en 3 lignes. La première ligne, c'est Hong Kong, Singapour, Australie. En gros, ce sont des pays qu'on n'aura pas du mal à trouver un financement parce que déjà, on n'a pas la barrière de langue. Et là-bas, on a tous les documents en anglais, on peut parler en anglais.
Et aussi, la façon de fonctionnement dans ces pays-là sont plus proches des pays occidentaux. Donc, pour les banques françaises, ils sont plus à l'aise d'y aller pour financer les non-résidents dans ces pays-là. Ensuite, la deuxième ligne, comme la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, on pourrait avoir d'autres pays comme ça, c'est juste, ce sont des pays qu'on finance le plus. C'est qu'on peut vous trouver des solutions. Il y a des banques qui peuvent financer, mais pas toutes les banques. Mais on aura des solutions. Et après, il faudra traduire le document, il faudra peut-être expliquer un peu plus le fonctionnement de votre situation professionnelle ou relever compte, mais on pourra vous proposer quelque chose. La troisième ligne, comme Japon, Vietnam, surtout au Japon, on a eu pas mal de refus par rapport au pays parce qu'il y a des critères réglementaires du Japon qui empêchent, par exemple, une banque française de financer les non-résidents au Japon. Donc, si vous êtes, par exemple, au Japon ou en Vietnam, il faudra nous demander en amont pour voir la possibilité, est-ce qu'il y a une sortie de financement pour votre projet. Type de contrat de travail, on a eu des clients qui travaillent en Asie. En fait, dans certains pays, ça n'existe pas de CDI ou très peu. Donc, c'est souvent CDD 3 ans ou 5 ans renouvelables. Ce genre de contrat pour les banques françaises, sur le principe, on ne peut pas les financer. Mais si vous avez, par exemple, 10 ans d'ancienneté dans la même société, on peut regarder. Des fois, on peut considérer que c'est comme un CDI. Donc, si vous avez assez d'ancienneté dans la même société, n'hésitez pas à nous consulter. Contrôle de change. Donc, dans certains pays, l'État peut limiter un montant par an, par personne, et pour transférer les fonds de son pays à l'étranger. Il faudra bien vous renseigner. Et si vous êtes soumis à ce contrôle de change pour voir si vous pouvez transférer les fonds pour l'apport ou pour autre chose à l'étranger et pour faire le projet. Après, si vous avez des fonds dans des pays à part, ça peut fonctionner. Donc, il faudra juste faire attention à ce contrôle de change. Ensuite, les relevés de compte. En fait, le fonctionnement des relevés de compte, c'est très important. En gros, quand on envoie un dossier ou quand nous, on regarde un dossier, on regarde ligne par ligne de votre relevé de compte. Et il ne faut pas avoir des gros retraits ni des bons en espèces parce que toutes les transactions en cash, on n'aura aucun moyen de retracer l'origine des fonds. Donc, c'est très souvent être refusé par la conformité des banques. Donc, aussi pour les changes parallèles. Qu'est-ce que c'est un change parallèle? C'est très souvent pour les non-résidents. Par exemple, si vous êtes à Hong Kong, vous avez un collègue qui est français aussi, qui a un compte en France, et vous allez passer en France pour les vacances, vous avez besoin des euros. Donc, votre collègue, il a des euros sur son compte en France, il transfère les fonds sur votre compte en France et vous lui remboursez les fonds équivalents en Hong Kong dollars sur son compte à Hong Kong. En fait, ça, c'est échange parallèle. En gros, c'est interdit en France. Même si peut-être que vous faites déjà, mais votre banque vous dit rien, mais ça ne va pas dire que c'est autorisé. Donc, pour une nouvelle banque qui fait un financement, quand elle voit que vous avez ce genre d'opération sur votre banque actuelle, ils vont avoir peur que vous faites les mêmes opérations sur le nouveau compte. Donc, ils peuvent refuser le projet. Donc, il faudra juste faire attention à ce type de transaction sur votre compte. La traduction des documents. Donc, forcément, quand les documents ne sont pas en français ni en anglais, on peut pas, les banques ne peuvent pas étudier les documents, par exemple, en chinois, en thaïlandais ou en japonais. Donc, de notre côté, on essaye d'étudier un dossier en amont pour vous dire que si c'est faisable ou pas. Mais quand on est prêt à envoyer un dossier à une banque, il faudra que tous les documents soient traduits minimum en anglais. Donc, il faut être prêt de payer
ça sera à votre charge de payer la traduction pour les documents. Concernant votre situation personnelle et professionnelle. Donc, si vous êtes célibataire, pacsé ou marié en séparation de biens ou en participation au saké, vous pouvez acheter seul, c'est le principe. Mais si vous êtes marié en communauté de biens, il faut acheter avec votre partenaire. Quand vous achetez à deux, il vaut mieux que vous soyez marié ou pacsé. Après, ce n'est pas un critère absolu. Vous pouvez acheter sans être marié. Et si vous êtes en couple, il faudra juste faire attention à l'indivision de la propriété. Quand vous souhaitez acheter avec vos enfants, souvent, il faudra monter une SCI ou une SARL de famille. Donc, le projet doit être assez conséquent parce que c'est des banques patrimoniales ou des banques privées qui peuvent regarder parce que le projet est considéré comme un projet patrimonial ou un projet professionnel, même si ce n'est pas vraiment un projet professionnel. Mais vu que c'est via une structure, et donc c'est plutôt les banques spéciales qui peuvent financer. Donc, le montant minimum, ça sera 1 million. Et aussi, si vous faites via une structure, sachant que les taux peuvent être plus chers, parce que c'est considéré comme voilà, une opération patrimoniale ou professionnelle. Aujourd'hui, on a des banques qui nous proposent entre 3,50 et 4% sur 20 ans pour un financement via une structure. Si vous achetez en couple, il est préférable qu'une personne soit française parce que les banques françaises préfèrent financer les Français. Elles considèrent qu'un jour, vous allez revenir en France et comme ça, elles auront une relation à long terme avec vous. Après, si vous êtes tous les deux étrangers, on peut avoir des solutions. Donc, n'hésitez pas à nous demander, donc en fonction de votre projet, votre profil, l'endroit de l'achat, on pourra vous dire si on a une sortie du financement ou pas. Aujourd'hui, pour les non-résidents au-delà de 54 ans, malheureusement, on aura du mal à trouver un financement. Déjà, à cause du taux d'usure, comme on a dit tout à l'heure, vu que le taux d'assurance est compris dans le TAG, quand on est un peu âgé, même si 55 ans, c'est pas âgé, hein, mais au vu des banques et pour le taux d'usure, c'est un peu compliqué. Donc, ça ne laisse pas passer le taux d'usure. Donc, malheureusement, on n'aura pas de banque qui peut financer. Et aussi, les banques vont pondérer vos revenus à 60%, voire à 50% de votre revenu actuel pour estimer une retraite. Donc, ça peut impacter pas mal votre capacité d'emprunt. Concernant la profession, si vous avez un CDI local dans votre pays de résidence, sur le principe, il n'y a pas de problème. On peut vous financer. Si vous êtes en CDD, comme tout à l'heure, on dit si vous avez assez d'ancienneté dans la même société, on peut regarder. Si vous venez de commencer un travail, déjà, il faudra finir la période d'essai. Et ensuite, l'idéal, c'est d'avoir 6 mois d'ancienneté quand vous venez de commencer un travail. Pour les chefs d'entreprise ou freelance, il faut minimum 3 ans de bilan pour envisager à commencer un projet de financement en France. L'apport et contrepartie financière. Donc, l'apport, c'est le plus important. Quand on monte un dossier, l'apport, c'est le plus important à regarder. Donc, aujourd'hui, pour les non-résidents, il faudra compter minimum 30% du prix net vendeur à mettre dans le projet et tous les frais de côté sont à votre charge. C'est-à-dire, s'il y a des frais d'agence, s'il y a des frais de chasseur d'appartement et tous les frais comme frais de notaire, frais de banque, frais de courtage, frais de garantie, tout ça, c'est à votre charge. Et des fois, il y a des banques qui peuvent vous demander aussi d'autres contreparties financières comme une épargne disponible à mettre ou un endettement à mettre à la banque. Donc ça, c'est à calculer. Dans votre projet, on va vous dire quelles sont les contreparties financières proposées par différentes banques. Et aussi, les banques ne peuvent pas se permettre d'épuiser votre épargne pour un projet immobilier. Donc, il faudra toujours qu'ils vous laissent un peu de fonds en épargne au cas où, après le projet, qu'il vous arrive quelque chose, il y a un accident ou vous avez besoin de l'argent, il ne faut pas que votre épargne est juste pour mettre en apport et les frais dans le projet. La provenance des fonds.
Donc, la provenance des fonds, c'est les questions qu'on vous pose dès le début. Est-ce que l'argent que vous avez sur le compte est de l'épargne liée à votre travail, le salaire, ou est-ce que vous avez eu une donation familiale ou un prêt familial? Dans ce cas-là, il faudra avoir une déclaration tamponnée par un centre des impôts. Est-ce que vous avez vendu un bien immobilier entre-temps et vous avez eu la plus-value? Dans ce cas-là, on va vous demander l'acte de vente pour justifier les fonds sur votre compte. Et l'abord, ça doit être votre épargne ou voilà, une donation, une partie des donations ou une vente du bien, mais ça ne peut pas être un prêt ailleurs. Par exemple, vous dites que je peux faire un prêt à consommation ou hypothéquer mon bien dans mon pays de résidence pour avoir plus d'épargne. En fait, ce genre de fonds, on ne peut pas utiliser en apport. Il faut vraiment que ça soit vos fonds propres. Donc, contrepartie financière, c'est comme on a dit, soit c'est un endettement, soit c'est une épargne disponible. Donc, souvent, c'est en fonction des banques. Et quand vous nous demandez un projet, on vous dira concernant tous les contreparties. Voici quelques chiffres pour l'année dernière. Donc, la partie non résident, on a financé à peu près 79 millions l'année dernière. Et depuis 13 ans, on a financé 51 pays, enfin, les non résidents dans les 51 pays. Et 70% de nos clients sont financés à distance. Donc, on peut vous faire tout à distance. Et notre équipe pour les non-résidents, on est 4 à Paris, 2 à Nice, mais on peut financer partout en France. N'hésitez pas à nous consulter. Donc voilà, je laisse la main à Lisa pour vous présenter l'assurance. Merci Aline. Bonjour à tous. Donc, je suis courtier en assurance spécialisée en expatriés et non-résidents. Je vais vous parler brièvement sur l'assurance et surtout vous donner des astuces pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Parfois, l'assurance, c'est quelque chose qu'on vous présente aux dernières minutes, une fois que vous avez fait tous les process de crédit. Donc, c'est un peu une douche froide quand, par exemple, on vous annonce que la banque ne peut pas vous assurer parce que les pays de résidence bloquent. Ou aujourd'hui, un sujet très important qui est les taux d'usure. Si jamais ça passe pas au niveau des taux d'usure, l'assurance est quelque chose qui peut jouer là-dessus. Donc, je suis là pour vous en parler rapidement. Alors, donc l'assurance, c'est, comme Aline nous l'expliquait, c'est une exigence de la banque. Elle vous sera demandée en cas de décès et en cas de maladie ou invalidité de l'emprunteur. C'est une sécurité pour la banque, bien sûr, mais aussi pour votre famille. Parce qu'en cas de sinistre, les capitales restant dues vont être remboursées à la banque et votre famille, enfin vos héritiers, n'auront pas à continuer à payer une dette. Vous verrez, ou si vous avez déjà des emprunts en France, l'assurance, ça s'ajoute à l'échéance bancaire et ça représente un coût qui est non négligeable. Aujourd'hui, il y a des lois qui vous protègent et qui donnent la possibilité aux consommateurs de choisir son assurance. Donc, la dernière loi qui est sortie cette année, en septembre 2022, c'est la loi Lemoine et elle vous donne la possibilité de changer l'assurance à tout moment. Avant, la loi, elle vous donnait les droits, mais il y avait des dates bien précises pour faire les changements. Aujourd'hui, si vous avez déjà un prêt en cours, vous pouvez regarder s'il y a une assurance une assurance externe qui est mieux placée et vous pouvez changer à tout moment votre assurance à condition de présenter un contrat qui présente les mêmes garanties que les contrats groupes que vous avez avec la banque. Pourquoi choisir nous, Valorama, pour vous accompagner sur votre projet d'assurance et puis les projets d'ensemble de crédit? On est une équipe multilingue, on est hautement qualifié, on est formé, on continue sur la réglementation et sur l'assurance. C'est un gain de temps. Si vous montez un dossier de crédit,
Il y a pas mal de documents à faire, pas mal d'étapes à compléter et l'assurance, elle arrive souvent à la fin de ces process-là. Donc, on est là pour vous aider à ne pas perdre de temps et à respecter les délais que vous avez vis-à-vis du notaire ou vis-à-vis du vendeur. L'assurance de prêt est notre corps de métier. On ne fait que ça. On travaille uniquement sur l'assurance. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun conflit vis-à-vis des banques ou des courtiers en crédit ou d'agents immobiliers, etc. On ne travaille que sur l'assurance, donc il n'y a absolument aucun souci. Nous veillons tout le temps à avoir une communication fluide entre les différentes personnes qui vont intervenir, que ce soit la banque, les notaires, les courtiers au crédit, l'agent immobilier, etc. On fait en sorte que toutes les communications soient les plus claires possibles et qu'on ait votre dossier rapidement et voilà, facilement. Donc, l'assurance, c'est une exigence bancaire. Elle vous sera exigée parfois si vous empruntez avec votre conjoint. Elle peut être demandée aux deux emprunteurs en fonction des revenus de couple. Par exemple, si vous empruntez, si vous gagnez à peu près la même chose, l'assurance, elle peut vous être demandée à 50% par personne. Il faut couvrir 100% de prêt. S'il y a un des deux qui gagne un tout petit peu plus, il peut être réparti 60% pour la personne qui gagne le plus et 40% pour la personne qui gagne moins, etc. Donc, on est là aussi pour vous faciliter et puis pour vous expliquer comment ça marche. C'est donc une protection pour votre famille ou pour vos héritiers. On n'est pas laissé des dettes derrière en cas de décès, notamment. Et le marché de l'assurance, il est ouvert. Pour les nouveaux prêts, vous pouvez choisir votre assurance. Si la banque ne peut pas assurer votre lieu de résidence, particulièrement pour nos clients expatriés en Asie, où il y a certains pays qui ne sont pas acceptés par les assurances groupes, nous, on peut proposer une solution et justement, il n'y a aucun problème par rapport à votre dossier de crédit. Quels sont les prêts qui sont concernés par l'assurance? Eh bien, la résidence principale, la résidence secondaire, les investissements locatifs, les prêts à la consommation, les prêts personnels, bien sûr, les crédits trésorerie, les crédits revolving, les lignes de crédit. En fait, tout type de crédit peut avoir cette exigence bancaire. Quels sont les avantages par rapport à nos services? C'est que nous, on peut trouver des assurances pour des biens qui ne sont pas en France. Si vous empruntez avec une banque qui est dans l'Union européenne, sans problème, on peut vous proposer une assurance. Parfois, sur certains pays, si vous faites avec des filiales avec une banque étrangère, mais qui est en filiale en France, on peut aussi proposer une solution d'assurance. Gardez en tête que parfois l'assurance, elle n'est pas forcément une exigence quand il s'agit d'une banque qui est, par exemple, dans l'Union européenne. Mais si vous avez cette culture de l'assurance en France et que vous voulez protéger votre famille, on peut aussi vous proposer nos services. Donc, vous pouvez faire appel à Valorama. Il n'y aura absolument pas de problème. Les prêts, s'il n'est pas libellé en euros, on peut aussi l'assurer. On assure parfois un surplus de crédit pour assurer les changements de devises. Donc, en francs suisses, il n'y a pas de problème, mais aussi d'autres devises, les dollars australiens, etc. C'est possible, on l'a déjà fait et puis c'est sûr et sûr. Quel niveau de garantie vous sera exigé? Donc, pour les dossiers des investissements locatifs, qui sont la plupart des dossiers qui se font, la banque demande décès et perte totale et réversible d'autonomie, qui est le niveau de base. Quand vous achetez une résidence principale ou une résidence secondaire, la banque, elle peut vous demander en plus de la base l'invalidité et l'incapacité de travail. Ce sont des garanties qui sont plus rares pour les non-résidents. On reste typiquement sur les garanties des bases.
Mais si la banque l'exige, nous, on a la possibilité de trouver des partenaires qui proposent toutes les garanties dans votre pays de résidence. Alors, notre offre, c'est une offre qui est assez complète. Notre point de départ, évidemment, c'est les tarifs. On a une trentaine de contrats et on regarde les contrats qui est les mieux placés. La territorialité, c'est le 12e point important. On propose tout de suite un contrat qui est le mieux placé, mais aussi qui assure votre pays de résidence. Autrement, ce n'est pas possible. L'irrévocabilité des garanties, ce qui n'est pas le cas de tous les contrats, c'est un point important qui n'est pas clair partout, c'est que on est face à vous, clients, qui ont souvent un profil professionnel qui vous emmène à changer de pays régulièrement. Tous nos contrats sont irrévocables, c'est-à-dire qu'on assure votre profil aujourd'hui, et si demain vous changez de métier ou vous changez de pays, vous n'avez absolument rien à signaler au niveau de l'assurance, parce que tous les changements qui peuvent arriver pendant la vie de contrat, c'est pris en charge. C'est un point de surveillance, parce qu'il y a des contrats qui malheureusement ne sont pas irrévocables. Et si vous changez de pays, bien sûr, l'assurance des prêts, ce n'est pas quelque chose à laquelle vous pensez. Et l'assurance de l'assureur, dans les conditions générales, s'il indique qu'il faut les signaler et que vous ne les faites pas, en cas de sinistre, ça peut poser, c'est un point de conflit, ça peut poser problème. On veille à ce que notre procès soit le plus simple possible. On sait que vous avez de temps à respecter. Vous êtes dans un autre pays, il y a un changement d'horaire. Donc, on essaie, on privilégie tout le temps les échanges par email ou au téléphone, et on respecte bien sûr l'effet, les changements des temps, enfin d'heures. Fiabilité des process, on veille, comme on l'a déjà dit, à avoir tout le temps une bonne communication entre les différents interlocuteurs. Donc, si vous nous donnez la possibilité d'être en contact avec votre banquier, à tout moment, on leur met les informations, si les contrats il est déjà disponible, si les dossiers il est toujours en étude, etc., pour que les banquiers ils soient au courant de comment ça évolue au niveau de l'assurance et quand est-ce que les dossiers peuvent être finalisés pour éditer votre offre de prêt. Donc, notre process, il est fait à distance, bien sûr. Les process sont dématérialisés. On essaye de proposer la plupart du temps des contrats qui peuvent être complétés en ligne. Vous avez des accès, donc vous complétez les questionnaires de santé et autres formalités, vous les signez avec un code que vous recevez par texto. Donc, c'est les plus simples possibles. Quand on ne peut pas proposer un contrat qui soit en ligne, on peut aussi faire tout par document scanné. On vous envoie tout en PDF, imprimé, complété et nous envoyer par email. Si par rapport au montant, il faut des examens médicaux à réaliser, on vous envoie tout par email. On a les examens, toute la liste des examens qui sont en anglais, et vous avez la possibilité de faire les examens dans votre pays de résidence avec votre médecin qui vous traite normalement ou tout autre médecin. Donc, là-dessus, il n'y a aucun souci. Un exemple sur un dossier pour vous donner une idée de qu'est-ce que vous pouvez économiser. Sur une personne salariée de 35 ans qui emprunte 400 000 € sur 20 ans, l'assurance de la banque, elle va proposer typiquement un taux moyen à 0,20, ce qui représente un coût total de 16 000 €. Nous, en assurance en délégation, on peut trouver un contrat qui a un taux moyen d'environ 0,08, ce qui représente un coût total de 6 400 €. Donc, vous faites 9 000 €, presque 10 000 € d'économie. Donc, ça, c'est juste un exemple, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, au-delà de ce que vous pouvez économiser, il y a les sujets des taux d'usure qui est d'actualité et qui est un problème que nous, on voit tous les jours.
Donc, au-delà de ce que vous pouvez économiser, l'assurance en délégation peut être une vraie solution si jamais votre dossier il est vraiment juste au niveau du taux et que la banque elle a besoin d'une petite aide pour faire passer les dossiers et respecter les taux d'usure. Alors, rapidement, comment ça se passe nos demandes? Eh bien, une fois que nous, on réceptionne votre demande faite sur notre site Internet, les mêmes jours, on vous envoie un devis. Si vous nous validez les devis, si vous revenez vers nous en disant que vous êtes d'accord avec les devis, on vous envoie, on vous envoie tous les process pour mettre en place l'assurance. Les devis que vous envoie, c'est bien sûr en tenant compte les meilleurs tarifs, les pays de résidence et la banque, parce qu'on sait quels assureurs vont être acceptés pour telle et telle banque. Donc, on sait que tous les critères vont être respectés. Si vous êtes OK avec les devis, on lance les process, si possible, pour les prêts inférieurs à 1,2 million, on privilégie l'adhésion en ligne, c'est ce qui est plus facile, ou l'adhésion en version document et scanné. On vous envoie tout. Dès que vous nous le retournez, eh ben, les dossiers, il est validé, bien sûr s'il n'y a pas de soucis particuliers au niveau santé. Et les contrats, qui dure à peu près une trentaine, à peu près 3 jours. Pour la deuxième partie du process, pour les prêts supérieurs à 1,2 million, s'il y a des formalités médicales, ça peut prendre une semaine. Ça dépend de. Enfin, nous, on envoie tout en anglais et on envoie la liste. Et c'est si derrière, pour la partie médicale, vous êtes réactif, on met tout en place pour qu'une fois qu'on réceptionne ou que l'assureur réceptionne tous les documents, avoir l'acceptation sous 3 jours, par exemple. Comment faire appel à Valorama? Vous pouvez aller sur notre site valorama.fr et sur la partie supérieure à droite, vous avez les mots de vie. Vous cliquez, il y a notre formulaire qui s'ouvre. Il est disponible en français et dans d'autres langues. À réception, les jours J, on vous envoie un devis. Notre équipe, donc on est une équipe internationale. Vous parlez français, oui, bien sûr, mais si votre conjoint parle anglais et vous êtes plus à l'aise en expliquant tous les points de l'assurance en anglais avec votre partenaire, votre conjoint, nous pouvons sans problème prendre les relais ou expliquer les process en anglais ou dans d'autres langues. Voilà. Et là, on va passer. Alors là, c'est déjà les slides par rapport au contact, si vous avez besoin de nous contacter. Et on va passer aux sessions rapides sur les questions. Point important, il y a la présentation qui vous sera envoyée par la suite. Donc, si vous savez loupé une partie, tout vous sera envoyé. Donc, on y va alors avec les questions. Alors, je vais déjà répondre à la question de Marc. Donc, à partir de quel montant minimum d'emprunt ou du bien travaillez-vous? Donc, en ce moment, on prend des dossiers minimum de 350 000, donc c'est-à-dire que le prix net vendeur hors tous les frais est minimum 350 000. Donc, on est toujours avec ce problème de taux d'usure. Donc, plus le montant est petit, plus tous les frais liés au financement est important pour le TAG. Donc, on préfère de prendre un minimum 350 000. Si jamais l'année prochaine, ça change, et on pourra revoir les montants plus petits, mais pour l'instant, donc le projet, c'est minimum 350 000. Alors, au sujet de l'assurance, les questions des Mayas, pensez-vous que l'assurance peut m'aider en ce qui concerne les problèmes de taux d'usure? Alors oui, on a parfois l'assurance, elle peut jouer, elle peut faire passer un dossier, parce qu'on a une trentaine de contrats, donc
on fait les maximums possibles pour trouver les contrats les moins chers possibles et qui puissent descendre les maximums votre taux et que les dossiers y passent. Là, une question de Vincent. Au moins d'un résident fiscal en France pour un prêt d'un couple. Deuxième question, c'est CDI, CDD, il faut un contrat de travail français ou contrat d'expatriation. Au moins d'un résident fiscal. Ah oui. Donc, si pour un couple, il y a un non-résident et un résident, donc sur le principe, le dossier est considéré comme un non-résident, mais ça va dépendre qui gagne plus de revenus entre le couple. Donc, si la plupart des revenus viennent de l'étranger, donc le dossier forcément c'est un non-résident. Mais si, par exemple, 90% des revenus du couple viennent de la personne qui est en France, donc le dossier, on peut essayer de passer en résident français. Donc dans ce cas-là, les taux, ça sera s'appliquer au taux des résidents aujourd'hui. La deuxième question de CDI, CDD, je pense que votre question est plutôt, par exemple, si vous êtes sous contrat d'expatriation avec un CDD à l'étranger, mais attaché avec un CDI en France. Dans ce cas-là, c'est différent. Donc, c'est-à-dire que on peut vous considérer, si vous recevez votre salaire en France, vous pouvez domicilier le salaire dans la banque. On peut vous proposer le taux résident, même si vous travaillez à l'étranger, parce que en fait, c'est une mission à l'étranger, vous allez revenir en France. Donc, ça sera plutôt les conditions de résident. Mais il faudra faire attention, c'est que très souvent, quand on est expatrié à l'étranger, il y a une prime d'expatriation. Et en fait, ce prime-là, on ne prend pas en compte. C'est-à-dire, le revenu, on prend le salaire de référence en cas de retour en France. Et aussi, on va vous demander, en cas de retour en France, comment vous serez logé. Est-ce que vous allez louer un bien ou est-ce que vous allez reprendre un bien que vous êtes peut-être en ce moment en location, mais en retour, vous allez y habiter dedans. Donc, la situation pour le financement à étudier, c'est vraiment la situation en cas de retour en France. Donc, il faudra faire attention. Alors, la question de Franck. Si l'assurance est souscrite dans un contexte assuré résident dans un pays type Australie, Hong Kong, puis en cours de crédit, on est expatrié en Afrique, faut-il faire une mise à jour de l'assurance? Ça dépend. Si c'est un contrat que vous allez faire, par exemple, via nous, il n'y a pas de problème parce que nos contrats, ils sont irrévocables. Donc, peu importe ce qui se passe pendant la durée de prêt, vous êtes couvert. Si le prêt il est déjà existant et que vous avez déjà un contrat d'assurance, il faut vérifier les conditions générales. Parce que parfois, il y a des contrats qui demandent de mettre à jour ça si ça change. Le problème, c'est que si aujourd'hui vous êtes en Australie et que demain vous êtes dans un pays considéré à risque en Afrique, l'assureur, il peut refuser de vous assurer. Donc, c'est tout l'intérêt de trouver un contrat qui soit irrévocable. Ça paraît pas très important parce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en sécurité, mais on ne sait pas ce qui va se passer demain et on ne sait pas dans quel pays votre entreprise va vous envoyer. Donc, c'est un point important. Une question de Sandrine. Proposez-vous également des offres de financement pour achats en Europe ou uniquement en France? Nous, on finance uniquement des achats en France, mais si jamais vous avez des projets en Europe, dans d'autres pays, n'hésitez pas à nous dire, enfin, n'hésitez pas à nous demander, parce que des fois, on a des partenaires coursiers qui travaillent dans d'autres pays en Europe, donc on peut vous proposer de mettre en relation avec les coursiers dans d'autres pays en Europe. Alors, l'assurance est-elle obligatoire dans le cas d'un achat en un seul nom, non marié et pas d'enfant, à ce moment que la banque récupère les biens en cas de décès? Oui. En fait, si aujourd'hui vous êtes célibataire, la banque, elle va de toute façon demander l'assurance emprunteur parce que si vous avez quelque chose, même si vous ne laissez pas de dettes à votre femme et vos enfants parce qu'ils ne sont pas là, la dette, de toute façon, elle va continuer à être payée à la prochaine personne, ça soit vos parents, etc.
En France, ça marche de cette façon. Il y a toujours quelqu'un derrière qui va être sollicité pour payer à votre nom. Donc, c'est pour ça que la banque l'exige, peu importe votre situation personnelle. Une question de Sonia. Si on n'est pas expat, on a quitté la France en tant qu'étudiante, puis travaillé à l'étranger en contrat locaux pendant 20 ans, est-ce un désavantage? Non, en gros, si vous êtes en contrat local dans votre pays de résidence, si c'est un CDI, en fait, vous êtes non-résident, donc classique, plutôt classique. Donc, c'est pas un désavantage, c'est juste au niveau des conditions, ça va être plus cher que les résidents forcément parce que vous n'avez pas de revenus en France. La relation bancaire, ça va être limité pour les banques. Donc, forcément, les taux sont un peu plus élevés pour les non-résidents et ils vont vous demander un peu plus d'abord par rapport aux résidents. Donc, comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est minimum 30% de plus les frais. Donc, voilà, il faudra avoir en tout minimum 40% du prix en épargne pour lancer un projet. J'ai une question passée. Est-ce que l'assurance peut être imposée par la banque? Eh ben, la banque, bien sûr, si vous savez, par rapport au pays, la banque, elle peut proposer son assurance, elle va certainement le faire. Maintenant, la loi vous donne la possibilité de vous-même proposer votre contrat d'assurance. Et si le contrat que vous proposez, il est moins cher de ce que la banque vous propose, il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas validé. La question de Alain. Quel est l'ordre de grandeur de surcoût par rapport à un résident? Donc aujourd'hui, pour un non-résident, le taux en moyenne, c'est 2,80 sur 20 ans. On prend l'exemple sur 20 ans. Donc le taux varie entre 2,60 et 3% à peu près. Et pour les résidents, donc on va dire en moyenne 2,20. Et du coup, comme vous pouvez voir, il y a à peu près 0,50 de différence pour les résidents et les non-résidents au niveau du taux. Alors, je pense que pour moi, c'est bon, j'ai fait les tours des questions sur l'assurance. Donc, si tu as encore une petite question pour boucler, Aïe. Non, c'est bon de mon côté. Et, si on n'a pas pu vous répondre à d'autres questions, on va essayer de le faire par email. Voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup à Aline et puis merci beaucoup à l'EFE d'avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup. Qui assiste à la présentation. Encore une fois, ça va être envoyé et puis vous avez notre contact sur la dernière slide. N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous avez des questions ou si vous voulez rentrer en contact avec nous pour un futur projet de immobilier, de crédit. Merci.